Alors je vous laisse juste laissez-moi juste une petite minute, le temps de mettre en route la vidéo. Hop, alors, hop, petite manip pour partager le son. Bonjour Vivian, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter? Est-ce que c'est bon pour le son? Oui, c'est bon, on entend bien. Tu peux mettre la vidéo en grand écran et Sandrine, bonjour à toutes et tous. Vivian Despoès, je suis responsable thématique adaptation au changement climatique à l'Institut de l'économie pour le climat, qui est un think tank basé à Paris et qui travaille spécifiquement sur les aspects économiques et financiers des politiques climatiques. Très bien, et tu suis pour I4C l'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique, le troisième en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur un tel processus et quels sont les grands sujets qui sont abordés? Alors, le processus d'élaboration du PNAC 3, donc ce troisième plan national d'adaptation, a débuté il y a bientôt 2 ans maintenant, avec d'abord une évaluation qui a été faite par l'administration du précédent plan national, qui restait quand même un document assez peu directement opérationnel, puisqu'il avait été élaboré à des moments où l'adaptation était un problème moins immédiat et moins prégnant. Et donc, ce troisième plan national a vocation à être, c'est la principale conclusion de cette évaluation, beaucoup plus directement concret et opérationnel. Et donc, pour ça, il y a un certain nombre de travaux, d'abord internes à l'administration et puis au monde qui entoure les acteurs de l'État qui est en cours depuis 2 ans, à partir notamment de plusieurs groupes de travail qui se sont tenus courant 2023. Un groupe de travail sur les infrastructures, un groupe de travail sur l'action territoriale et un groupe de travail sur les filières économiques que l'on a pu suivre en tant que partenaire à l'Institut de l'économie pour le climat. Et donc tous ces groupes de travail ont permis de faire remonter un certain nombre de propositions d'actions à partir de là où en étaient les différents secteurs, les différents acteurs. C'est toutes ces propositions d'action qui sont en train d'être moulinées par le ministère de l'Environnement et puis les autres ministères impliqués, dont certaines vont faire l'objet d'arbitrage au niveau interministériel. Et c'est donc tout ça qui devrait donner le pré-projet de PNAC 3 que l'on attend pour courant avril, début mai, qui sera soumis à consultation. Donc, tout le monde pourra, sous des modalités qui restent à préciser, réagir, euh, proposer des compléments, des modifications, on imagine, pour une adoption définitive du PNAC qui devrait intervenir cet été. Et en termes de périmètre, c'est un document qui devrait être très transversal, dans le sens où il devrait pouvoir concerner l'ensemble des secteurs et des thématiques qui vont être concernés par l'adaptation au changement climatique. Donc ça fait beaucoup de secteurs, depuis les infrastructures, les bâtiments, la sécurité civile, la santé, les questions de littoral, les questions de montagne. Il devrait y avoir une section consacrée aux Outre-mer également. Et puis c'est un document qui a d'abord été pensé pour pour diriger l'action de l'État en matière d'adaptation, mais qui a aussi vocation à guider et à entraîner l'action de l'ensemble des autres acteurs concernés. On sait que l'adaptation se met souvent en œuvre au niveau local et territorial, donc il y aura une vraie question de territorialisation de ce PNAC qui reste un grand défi devant nous, et puis également d'appropriation par les différentes filières économiques. Très bien, et est-ce qu'il y a un lien entre, ce PNAC 3 et la trajectoire de réchauffement, sur laquelle il y a eu une consultation, en cours d'ailleurs, je crois, du ministère?
la trajectoire de réchauffement de référence, la TRAC pour son petit nom, en fait, c'est vrai, la vraie nouveauté de ce PNAC 3, elle en constitue vraiment l'hypothèse dimensionnante et l'hypothèse socle, dans le sens où jusqu'à maintenant, les plans d'adaptation précédents, ils étaient plutôt construits sur une hypothèse de réchauffement de 2 degrés et limité à 2 degrés. Et l'ensemble des experts, des gens qui travaillent sur l'adaptation, avaient plutôt tendance à répondre, quand on leur posait la question de à quoi il faut s'adapter, à répondre quelque chose du type ça dépend, parce que ça dépend des scénarios de changement climatique qu'on considère, ça dépend de à quel point on est plus ou moins optimiste sur l'évolution des émissions. Le choix qui a été fait pour ce PNAC 3, en constatant que cette réponse, ça dépend, était souvent euh, bloquante ou pas très motivante pour l'action, ça a été de dire dotons-nous d'une hypothèse commune qui regarde au-delà des 2 degrés, pas pour dire on abandonne ces 2 degrés ou on n'y croit plus, mais pour dire que c'est une bonne politique publique et une bonne attitude de se dire que même si on fait tout pour limiter le réchauffement climatique au maximum, il est aujourd'hui pas impossible qu'on n'atteigne pas la cible des 2 degrés, que ça ne dépend pas que de nous. Et donc, il est prudent d'envisager la possibilité, sans la souhaiter, d'un monde qui se serait réchauffé au-delà de 2 degrés. Donc, l'hypothèse qui a été prise, c'est un réchauffement global à 2100 autour de 3 degrés, qui correspond globalement à un réchauffement moyen pour la France métropolitaine de 4 degrés, qui est en fait la trajectoire sur laquelle on se situe si tous les engagements qui ont été pris aujourd'hui par les différents pays du monde étaient mis en œuvre. Donc c'est un petit peu la trajectoire. Ouais, si on fait rien de plus, si on rehausse pas l'ambition, on arrive à ce niveau-là. Et donc l'idée du PNAC 3, c'est de se dire, voilà, envisageons cette possibilité-là et décidons en fonction de ce qui nous semble pertinent de faire avec différents points de passage entre maintenant et 2100. Et donc le gros apport de ce PNAC 3 va être de traduire concrètement les implications de cette trajectoire de réchauffement de référence dans tout un tas de textes, de réglementation, de normes, la construction, la prévention des risques, les hypothèses qui sont prises pour penser le dimensionnement des politiques de sécurité civile, pour penser certains projets de développement économique, et donc de traduire tout ça pour qu'on tienne compte de cette possibilité de climat futur. Et donc le socle de tout ça a été la mise à disposition par Météo France, ça a été la base des groupes de travail de données et d'informations pour s'en saisir à différents niveaux. Très bien, un gros chantier donc à venir. Pour la suite, à quoi est-ce que vous allez être attentif côté I4C? Alors nous, on va être attentif à 3 choses. Je dirais la première chose, on comprend, c'est un petit peu ce que je commençais à dire, que l'état d'esprit de ce PNAC 3, ça va être d'introduire ce que plusieurs commentateurs ont pu appeler un réflexe adaptation dans toutes les décisions, notamment les décisions publiques, notamment les décisions d'investissement qui vont nous engager sur des temps un petit peu longs et qui vont être impactés par les effets du réchauffement climatique. Et donc, de se dire, est-ce que ce document, par les effets qu'il va produire, par ce qu'il va modifier dans la réglementation, dans les normes, dans les standards, dans des politiques publiques, dans les politiques locales également, est-ce que ça va nous faire prendre en compte systématiquement l'hypothèse d'un climat futur qui serait différent du climat passé et qui serait celui qui est décrit par la trajectoire de réchauffement de référence. Et donc, concrètement, est-ce que ce PNAC 3, il va matérialiser ce réflexe adaptation? Est-ce qu'on va en voir les effets dans les hypothèses prises dans les plans de prévention des risques, inondations, littoraux? Est-ce qu'on va en voir les effets dans la réglementation thermique du bâtiment? Est-ce qu'on va en voir les effets dans les stratégies des grands opérateurs publics de transport, d'énergie, dans les hypothèses qu'ils prennent pour les investissements sur leur réseau? Est-ce qu'on va en voir les effets dans les aides au développement économique de différents acteurs publics? Est-ce qu'on continue à subventionner certaines activités qui sont par exemple très dépendantes de la ressource en eau dans des territoires où cette ressource, d'après la trajectoire de réchauffement de référence, va devenir très très rare? Est-ce qu'on s'est au moins posé la question? Est-ce que la réponse qu'on a apportée paraît crédible? Voilà, c'est ce que devrait permettre d'interroger le PNAC, et nous, on va regarder s'il s'en donne vraiment les moyens.
Les moyens, c'est la deuxième dimension à laquelle nous, on va être attentifs parce que on voit bien que c'est un changement assez significatif pour beaucoup d'acteurs de devoir intégrer cette trajectoire de réchauffement de référence, penser en climat futur. Il ne va pas suffire que ça soit dans la réglementation pour que ça se fasse et que ça se fasse bien. Il va falloir l'accompagner, il va falloir avoir la bonne expertise, la bonne ingénierie aux bons endroits, au bon moment. Parfois, embarquer l'adaptation, ça peut avoir un surcoût. Faire un bâtiment adapté à des températures plus hautes l'été, adapté à un risque d'inondation plus fort. Parfois, ça se fait à coût relativement neutre, si on pose la question au bon moment, mais parfois, ça peut quand même avoir un surcoût. Est-ce qu'il y a les moyens, quand on parle par exemple de bâtiments publics, de prendre en charge ces surcoûts? Nous, ça va être notre deuxième point de vigilance. Ce qu'il y a, c'est quelques millions qui vont permettre d'adapter les milliards d'investissements. Puis notre troisième point de vigilance, ça va être est-ce qu'on a un calendrier associé à ce PNAC? On sait qu'on ne va pas tout faire du jour au lendemain, que certains secteurs partent d'un peu plus loin, qu'il y a d'abord besoin de travaux du type études de vulnérabilité. Par exemple, sur les réseaux routiers, on va commencer par des études de vulnérabilité. On ne pourra pas s'arrêter là, il faut prévoir les étapes d'après. Comment on passe de l'étude de vulnérabilité à l'élaboration d'une stratégie d'adaptation, à la priorisation d'intervention et d'investissement, à la construction d'un plan d'investissement, à quel moment il faut revenir pour itérer, parce que l'adaptation, c'est aussi un processus itératif. Et donc, est-ce que ces jalons-là, ils sont clairement identifiés dans le PNAC de manière à pouvoir être suivis, pilotés? Est-ce que les différents responsables puissent rendre des comptes dessus? Un petit peu les 3 points, le réflexe, les moyens, les jalons auxquels nous, on va être attentifs dans ce PNAC. Très bien, merci. Donc, les territoires restent attentifs pour la publication du PNAC, donc à l'été, hein, c'est ça? A Oui, priori. c'est alors le pré-projet qui sera possible de commenter va être publié normalement. On nous annonce d'ici la fin du mois d'avril. On sait que c'est des calendriers qui peuvent légèrement bouger. Donc il va y avoir cette phase de consultation, commentaire sur le PNAC et le PNAC définitif devrait être adopté cet été. Très bien, je te remercie. Merci Sandrine, merci à tous. Voilà un petit peu pour ce qui se présage au niveau français. Donc je vois qu'il y a un certain nombre de questions sur le chat. Quand vous parlez de prendre en compte les outre-mer, pouvez-vous préciser si vous entendez les départements ou les territoires d'outre-mer? Donc là, je crois que vous posez la question sur la TRAC, la prise en compte des outre-mer dans la TRAC et dans le futur PNAC. Donc là, c'est les quelques informations que j'ai eues, ce seraient les deux qui sont concernés. Est-ce que l'ensemble des territoires d'outre-mer seront concernés? A priori, ce serait l'objectif. Mais oui, là, je parle bien à la fois des départements et des territoires. Et le Green Overseas s'oriente uniquement vers les territoires d'outre-mer. Mais je crois que c'était plutôt par rapport à la TRAC ou au PNAC. Monsieur Mériadec, vous voulez intervenir? Oui, je vous remercie. Juste pour préciser mon questionnement, c'est qu'effectivement, quand on regarde les documents, souvent on parle des Outre-mer, et quand on regarde d'un peu plus près, en fait, les PTOM, si on parle du côté européen, ou les COM, si on regarde du côté vocabulaire hexagonal, on n'est pas vraiment pris en compte. Le dernier exemple, c'est dans le dernier rapport du comité du CIOM. En fait, la Nouvelle-Calédonie est juste citée sur la carte, donc c'est quand même un peu ennuyeux. Et donc, par rapport, là, ma question plus précisément par rapport au PNAC, c'est de savoir si la consultation va aller jusqu'aux services concernés du fait de la répartition des compétences qui sont plus les mêmes que dans les DROM, aux collectivités directement impliquées et compétentes dans les Outre-mer type COM, ou si on risque de se retrouver un peu comme d'habitude, où ce sera juste les services de l'État qui sont présents sur nos territoires qui vont être consultés. Et voilà, une petite précision. Oui. Alors, j'ai pas toutes les informations. J'ai posé la question justement à Viviane Despoes là pour savoir comment allait se passer cette consultation, quel territoire, parce que vous avez raison, hein, dans l'évaluation du PNAC 2, par exemple,
La majorité des retours sont sur les départements d'outre-mer, plus quelques retours sur Wallis-et-Futuna, ça datait de 2022. Donc, et dans les premières informations que nous avons eues concernant la déclinaison de la TRAC aux départements et territoires d'outre-mer en général, moi j'ai vu des choses, notamment des présentations de slides qui concernaient des programmes de Météo France, des programmes de recherche. Donc là, il y avait les deux, mais pas l'ensemble des territoires d'outre-mer. Donc, encore une fois, est-ce qu'ils ont présenté que certains territoires d'outre-mer ou tous ceux qui allaient être concernés? Donc, toujours est-il que j'ai pas une réponse claire à vous faire à ce jour. Je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut regarder de près et dans les semaines qui arrivent, parce qu'il y a une actualité assez importante sur le sujet qui pourrait vous donner à un moment donné voix au chapitre, en tout cas qui pourrait créer un espace d'opportunité pour que vous puissiez demander la déclinaison sur vos propres territoires. Après, sur qui sera consulté, là, je pense que à partir de prochainement, là, courant avril, fin avril, je pense pas que ce soit que les services de l'État, hein. A priori, c'était une consultation qui était plus large, puisque là, on est dans Viviane Despoisses a été associée dans une consultation restreinte tout d'abord. Donc là, normalement, on devrait être dans une consultation plus large qui va au-delà des services de l'État. Juste, un autre exemple, hein, dans le cadre de l'étude qui a été faite pour savoir si la question des Français de l'adaptation au changement climatique a été confiée à Toluna et Harris. En fait, a priori, ni les DROM ni les COM n'ont été consultés. Donc, dans l'échantillonnage, a priori des Français, les Français, c'est les Français hexagonaux, semble-t-il. Donc, alors, c'est un souci qu'on a par rapport aux études nationales ou hexagonales, c'est que comme on n'a pas les équivalents chez nous après en études, on n'a pas de comparaison vraiment précise, donc on se retrouve un peu en décalage, notamment par rapport à ces histoires de politique hexagonale publique et les politiques territoriales outre-mer qui sont pas toujours concordantes ou coordonnées. Oui, c'est ce que nous avons pu également constater. C'est vrai également, je vous parlais de Climate Adapt tout à l'heure et de la plateforme et du Climate Risk Assessment qui a été publié là il y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux. C'est vrai que j'ai regardé, hein, pareil, on parle de territoire d'outre-mer ou outermost territories, je crois qui est le terme en anglais. Et en fait, ne faites pas partie de ces territoires qui sont analysés. Peut-être que Laetitia, moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être que tu dises un mot du travail sur l'Observatoire Pacifique qui engage, en tout cas qui vise à associer des partenaires de recherche pour mettre à disposition de la connaissance sur le Pacifique. Peut-être tu peux en dire un petit mot, ça donne un peu une illustration de quel type de démarche peut être en cours et peut être intéressant à suivre. Ouais, effectivement. Du coup, c'est une étude qui est vraiment exploratoire, qui est financée dans le cadre du Fonds Pacifique et pilotée par l'ADEME, le bureau de la Nouvelle-Calédonie, hein. Et l'idée, c'est d'essayer de voir un peu quelles seraient les possibilités de mise en place d'un observatoire des effets du réchauffement climatique qui viendrait pas se substituer aux acteurs qui sont déjà présents, puisqu'il y a notamment Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, déjà des observatoires qui existent, hein, que ce soit sur la qualité de l'air, sur l'observatoire des littoraux, l'oblique, des organisations pour l'environnement qui font déjà un travail de collecte des données, mais de bien essayer de faire le lien entre la production de la connaissance, non seulement scientifique, et puis des savoirs aussi développés localement, de recueillir voilà, les retours d'expérience des collectivités, des communautés sur place, et de faire le lien avec les personnes en charge du développement des politiques publiques sur les territoires pour essayer de prendre en compte cette donnée-là pour développer des politiques d'adaptation et faciliter l'intégration de l'adaptation dans les politiques sectorielles. Donc, a priori, ce serait un observatoire qui s'étendrait là. Donc, on se concentre sur le Pacifique, donc les trois territoires français du Pacifique. Et évidemment, c'est une étude qui est en cours et qui va prendre en compte là les travaux
dans le cadre du Forum calédonien pour le climat. Je vois qu'il y a une main levée de Céline. Céline Barret, je travaille à la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Vous m'entendez bien? Ouais, Oui, c'est bon. très bien. Non, c'était par rapport en fait aux données dont vous parliez, qu'il n'y avait pas de données existantes. Alors, il y a quelque chose qui s'est mis en place au niveau de la communauté du Pacifique, qui concerne tous les pays du Pacifique, via une plateforme qui s'appelle Pidalo, et qui a pour vocation, en cas de catastrophe naturelle, de répertorier justement sur tous les pics les dommages et tous les impacts qui auraient pu y avoir suite à ces événements majeurs. Et la problématique qu'on rencontre vraiment ici, c'est, comme l'a soulevé Monsieur Mériadec, c'est que en fait, suite aux différents à une millefeuille de compétences, en fait, on a un problème de centralisation de ces données et de savoir qui peut faire remonter ce genre de données sur des plateformes telles que celles qui existent déjà au niveau du Pacifique. Et c'était juste pour vous en parler parce que cette plateforme, elle existe et malheureusement, la Nouvelle-Calédonie ne l'a pas remplie. Mais je sais qu'il y a d'autres pays qui le remplissent et c'est un endroit où on peut trouver effectivement des informations sur les dommages suite au changement climatique. Puisque, au niveau du Pacifique aussi, il y a un cadre pour la résilience dans le Pacifique qui existe et qui met un point d'honneur en fait à mettre les deux plateformes changement climatique et gestion de risque de catastrophe ensemble. Et c'est le cadre 2017-2030, PRP FRDP. Donc voilà, c'était juste pour compléter un petit peu ça. Mais c'est vrai on fait face à cette difficulté de centralisation des informations, des données, pour ensuite avoir quelque chose d'assez complet dans toutes les thématiques, d'avoir une transversalité dans les secteurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Merci. Merci. Non, effectivement, très intéressant. Je pense que ce dont on s'est rendu compte en faisant ce travail, on a d'abord commencé par essayer de voir ce qui se passait dans la région, puisque c'est vrai qu'il y a quand même une multitude d'acteurs et d'initiatives en cours, que ce soit sur les territoires français ou plus largement sous l'égide des organisations de coopération, que ce soit le PROE ou la CPS, et plusieurs programmes qui se sont lancés récemment, hein. Je pense à CLIPSA, qui est développé par, notamment piloté par l'IRD, pour justement développer de la donnée et des projections climatiques qui soient à une échelle très fine pour ces territoires, pour vos territoires qui, pour le moment, n'ont pas forcément accès à cette information-là. Et voilà, l'idée d'un observatoire des effets du réchauffement climatique, c'est de créer cette plateforme un peu guichet unique qui permettrait d'être un interlocuteur pour différents acteurs et peut-être aussi permettre de faire le lien à des échelles différentes, que ce soit des échelles très locales ou à des échelles beaucoup plus macro avec les organisations régionales, et faire le lien peut-être un peu mieux avec les organisations de la métropole. Je crois qu'on avait aussi des représentants de Saint-Pierre et Miquelon. Il me semble qu'il y avait quelqu'un de Saint-Barthélemy qui s'était inscrit. Je ne sais pas si il ou elle est là ce soir, mais en tout cas, on vous invite aussi à prendre la parole si vous le voulez, pour faire un petit retour d'expérience ici sur vos territoires. Mais je pense que Sandrine, tu voulais peut-être dire un mot. On avait aussi un temps de discussion, hein, Oui, tout à qui fait. On était avait prévu. pu, ouais, juste vous partager les questions sur lesquelles on souhaitait vous faire travailler. Donc, est-ce que sur vos territoires, il y a déjà eu des plans d'action dédiés à l'adaptation? En quoi cela représente une opportunité pour votre secteur et quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de cette mise en place de plans d'action, ce développement de plans d'action? Et est-ce qu'il y a des plans sectoriels en révision ou en cours de définition qui pourraient être aussi, là encore, une fenêtre d'opportunité? Et comment la résilience au changement climatique pourrait être intégrée dans ce nouveau plan? Alors, on a prévu un Mentimeter aussi,
Ça peut être, là, il nous reste 9-10 minutes. Ça peut être une prise de parole des uns et des autres. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez à la fois partager vos idées sur le Mentimeter en reprenant votre téléphone ou votre ordinateur. Vous pouvez tout simplement prendre la parole directement. Donc nous, on est vraiment intéressés à aller plus loin que notre connaissance à ce jour de vos territoires. Sachant que peut-être, pour dire un mot sur le travail qu'on conduit aussi actuellement là dans le cadre de la communauté Ouais. résilience du programme Green Overseas, nous on a aussi commencé d'abord et avant tout par essayer de voir sur l'ensemble des pays et territoires d'outre-mer, donc pas seulement les PTOM français, mais aussi les autres territoires concernés par le programme Green Overseas, que sont donc les territoires attachés au UK et les territoires attachés aux Pays-Bas. Essayer de voir où en étaient tous les territoires sur ces questions-là d'adaptation au changement climatique, à la fois donc d'un point de vue des politiques et des réglementations. Est-ce qu'il y a eu des stratégies d'adaptation développées à l'échelle du territoire? Où en sont aussi les différentes réglementations sectorielles? Est-ce qu'il y a mention du climat, une prise en compte des futurs impacts du changement climatique pour le développement des différents secteurs ou pas du tout? Est-ce qu'il y a, d'un point de vue de la gouvernance, de l'organisation institutionnelle des territoires, également des systèmes de coordination des différents acteurs ou des structures qui ont été mises en place pour faciliter l'appropriation et l'intégration de l'adaptation dans les différentes politiques ou pas du tout? Voilà, donc on est en train de construire cette espèce d'état des lieux. Et pour nous, cette session de formation, c'est aussi le moment de pouvoir échanger en direct avec vous et de recueillir des informations un peu plus fines, puisque évidemment, c'est toujours un peu limité les informations auxquelles on peut avoir accès à distance. Donc, on est intéressé d'avoir vos retours. On sait que, par exemple, à Wallis et Futuna, il y a une stratégie d'adaptation qui avait été développée il y a quelques années dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne. Donc, on serait intéressé de savoir qu'est-ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle a été déclinée en un plan d'action ou pas? En Nouvelle-Calédonie, je sais qu'avec le Forum calédonien pour le changement climatique, c'est tout l'objectif de se doter d'ici la fin de l'année d'une stratégie d'adaptation à l'échelle de l'ensemble du territoire, donc qui concernerait les 3 provinces. En Polynésie française, il y a un plan climat aussi qui a été effectivement déjà développé. Donc peut-être que ce qui nous intéresse un peu plus, c'est si on va sur la deuxième question, aller un peu plus dans le détail de vous. On a vu qu'il y avait quand même un ensemble de secteurs d'activité qui étaient représentés ce soir. Alors, on serait intéressé de savoir, là, sur les différents territoires, il y a effectivement des cadres pas forcément contraignants, mais en tout cas qui détaillent un certain nombre d'objectifs en matière de résilience, d'adaptation au changement climatique. Est-ce que ça a été pris en compte ou pas du tout pour le moment dans vos différents secteurs? Est-ce que le réflexe adaptation, comme disait Vivian Despoès, c'est quelque chose qui fait partie maintenant de votre travail ou pas? N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez prendre la parole à l'oral, pour faire un retour un peu plus détaillé. Monsieur Meriadec. Moi, je veux bien intervenir plutôt que d'écrire si ça vous ennuie pas. Effectivement, il y a plusieurs. L'approche, elle est un peu, elle peut être un peu différente selon la logique qu'on adopte d'être dans une vision de planification globale. Donc là, effectivement, ça peut être de la collectivité supra qui définit des plans, des PPRN ou un certain nombre de documents qui s'imposeraient à l'ensemble du territoire. Et après, l'autre problématique qu'on a, c'est l'inverse, c'est de partir du territoire donné qui, lui, subit des événements et pour lesquels il faut réagir, soit
par opportunité parce qu'il y a eu un événement, une catastrophe, soit par anticipation sur les différentes temporalités, puisqu'effectivement, on est amené à travailler pour l'adaptation sur 3 générations. Donc aujourd'hui, notre difficulté, c'est à la fois d'arriver à coordonner et mettre l'ensemble des acteurs d'accord sur une vision globale avec des documents supra. Et là, nous, en Nouvelle-Calédonie, on a la problématique que nos codes, que ce soit le code de l'environnement, le code de l'urbain, le code de la sécurité civile, ne sont pas forcément pilotés par les mêmes collectivités. Et en plus, on a des territoires qui ne sont pas régis de la même façon, puisque, pour votre information, le code de l'urbain ne s'applique pas sur terre coutumière. Donc, ça pose quelques difficultés. Et donc, après, l'autre enjeu, c'est de se dire comment on dispose d'une culture commune. Là, c'est vrai, puisque notre principale action aujourd'hui, c'est de savoir comment on pourrait disposer de données justes, parce que ça, c'est un souci qu'on a les Outre-mer, c'est qu'on n'a pas forcément la donnée précise de la géomorphologie de nos territoires. Et notamment, là, on milite pour pouvoir disposer, notamment sur le trait de côte, du levé d'ITO 3D, qu'ont les DROM et qu'ont pas forcément tous les PTOM. Donc ça nous semble être une priorité pour nous, c'est d'avoir la connaissance de notre géographie pour pouvoir évaluer les priorités sur les territoires qui sont amenés à être impactés par les changements climatiques. Donc on est sur 2 niveaux d'intervention. On est vraiment sur un niveau qui partirait du bas, à partir des communes, et voir comment on peut mettre à disposition des outils et des moyens appropriés. Et de l'autre côté, on est sur des plans, comme le propose le forum, c'est plutôt des documents qui pourraient être supra. Et là, il faut effectivement établir une gouvernance partagée. Peut-être une question, vas-y, pardon. Non, pour réagir à ça, est-ce que cette gouvernance partagée, vous avez déjà un cadre qui existe? Alors, j'ai plus en tête, moi, tous vos territoires, mais est-ce que vous avez déjà un cadre à l'image de ces arbitrages interministériels au niveau national? Est-ce que de même, vous avez une instance interministérielle, intersectorielle? Alors, je pense que c'est une des volontés qu'a actuellement le cabinet Khadija Monnier. Mais après, l'environnement est une compétence provinciale, donc ça pose d'autres questions. Et après, au titre de devoir de police du maire, le maire a aussi des possibilités d'agir sur son territoire. Donc nous, on est plutôt, en tout cas au niveau des services, on est plutôt sur une logique de déjà fournir la connaissance à l'ensemble des acteurs, et après voir comment on peut expliquer concrètement ce que je vous disais tout à l'heure, comment on n'augmente pas le risque et comment on réduit les vulnérabilités. Et après, on se pose la question des référentiels. On a travaillé sur le référentiel du CEREMA sur les inondations. Donc, il y a différents sujets, mais c'est vrai qu'on essaie plutôt d'être dans une logique de task force. Donc là, vous avez évoqué Oblique. Là, il y a Céline Barré aussi qui est présente. Donc, c'est vrai que nous, on travaille régulièrement ensemble pour dire comment, sur une approche transdisciplinaire, on peut permettre à l'ensemble des acteurs d'avoir une vision un peu globale et de savoir quand il intervient, qui est intervenu avant lui et qui va intervenir après lui, de façon à avoir une chaîne cohérente d'action et de responsabilité. On est plutôt sur une logique pragmatique de terrain, en tout cas à notre niveau, et on essaye de voir comment après on peut combiner les deux, sachant que on est aussi sur une approche, donc la finalité, c'est quand même la gestion des risques, donc avec une aggravation des occurrences et de l'intensité par rapport au changement climatique. Donc, en fait, la question du changement climatique, peut-être qu'il faut l'insuffler de façon systématique, mais par rapport aux politiques qu'on mène déjà. Comment on rendrait nos politiques publiques plus soutenables en intégrant la composante changement climatique. Mais ça, c'est vraiment une stratégie qui doit s'imposer au niveau politique et qui après, nous, on déroulera. Là, aujourd'hui, on essaie plutôt de fournir des éléments d'aide à la décision et essayer de compiler ce qui existe déjà pour voir comment on peut rajouter de la valeur, comment on peut mettre de la valeur ajoutée à nos actions. En tout cas pour la Nouvelle-Calédonie. Sous l'angle de la composante aménagement du territoire et réglementation urbaine, bien sûr, je sais pas. Par rapport à ce qui me concerne. Juste pour compléter, en fait, effectivement, on n'a pas, comme dans tous les PICT, en fait, ils ont un ministère dédié au changement climatique où, en général, d'autres secteurs en dépendent. Ici, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, on a un membre du gouvernement qui est en charge de l'adaptation, un membre du gouvernement qui est en charge de l'atténuation. Et en fait, c'est divisé par portefeuille sur différents membres.
Donc, c'est vrai qu'on n'a pas une instance unique pour tout ce qui est question au changement climatique. Si c'était ça la question à la base par rapport au ministère, etc. Ça n'existe pas à l'heure actuelle ici. Ok. Et du coup, Juste, excusez-moi, si vous m'autorisez une nouvelle observation, notamment par rapport au sujet de l'habitat, mais c'est les mêmes par rapport au sujet du climat. En fait, ce qu'on essaye aussi d'expliquer aux intervenants hexagonaux, c'est que la présence de la France dans le Pacifique, ce sont que des coms. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait d'être regroupé pour pouvoir négocier ou être force de proposition ou d'intervention, notamment au niveau ouais. européen. Nous, on pense qu'on a un axe à développer, c'est effectivement cette coordination des coms en tant que représentant, puisque représentant de la France, mais on est bien sur ce débat d'être entre les deux, quoi. Alors, de temps en temps, on est jamais, on est ni Picte, ni vraiment Drôme. Donc, à un moment donné, il faut qu'on trouve un positionnement. Et effectivement, l'organisation au niveau des coms permettrait peut-être d'être un levier plus structurant, en tout cas avec une possibilité de se faire entendre de façon plus appropriée. Et c'est un peu un des points puisqu'on a rencontré effectivement les acteurs de l'ADEME sur ce sujet par rapport à l'observatoire. Parce que nous, la question, en observatoire, on s'interrogeait si c'était vraiment un observatoire qu'il nous fallait, ou plutôt créer un vecteur qui nous permettrait d'être entendus en tant que collectivité du Pacifique. Sachant qu'on est aussi en relation avec des autres coms, hein, que ce soit celle de l'océan, que ce soit Saint-Pierre et Miquelon, on regarde avec attention ce qui se passe avec le déplacement de Miquelon de mémoire. Et puis, on est aussi en relation avec les Antilles et l'océan Indien, puisqu'il y a à la fois cette question d'être outre-mer dans un océan et comment, puisque vous aviez évoqué, là, je vois qu'il y a Cécilia qui vient de se connecter, la question des normes constructives et des matériaux disponibles dans nos bassins océaniques. Ok, petite question là, quand vous disiez donc on a un membre du gouvernement dédié à l'adaptation et un membre qui a cette fonction de porter les questions d'atténuation, est-ce qu'il y a un mécanisme d'arbitrage quand il y a, ou en tout cas de pousser une mise à l'agenda de ces sujets un peu plus haut, quoi, dans l'agenda politique? Parce que c'est ces personnes-là, ces leaders un peu qui font ce travail-là de mettre le sujet à l'agenda. Alors là, ça dépasse un petit peu. Je sais qu'il y a les collégialités, etc., où le président du gouvernement est là, mais par contre, par rapport à la mécanique exacte, là, peut-être que Steven Mariadec peut y répondre, mais mis à part moi la connaissance de la collégialité pour certains sujets qui sont apportés et où tous les membres sont présents, je ne connais pas le mécanisme. Ok. Ouais, alors, je ne sais pas s'il y a encore le son. Oui, on vous entend. Il y a un peu je suis désolé si vous avez un bruit sonore en fond. En fait, juste en complément, dans le discours de la déclaration de politique générale du président, celui qui est d'actualité aujourd'hui, il était précisé qu'en Nouvelle-Calédonie, donc je vous fais un petit extrait de la DPG. En Nouvelle-Calédonie, le changement climatique s'impose à nous tous, mais certaines zones sont déjà plus affectées avec des conséquences induites sur le lien culturel à la terre et à la mer. Dès à présent, le gouvernement entend s'engager sur un plan d'adaptation au changement climatique pour la Nouvelle-Calédonie à l'horizon 2030. Donc, on est tous censés mettre en action la déclaration de politique générale. Donc, effectivement, on œuvre dans ce sens, que ce soit au niveau technique, politique pour les membres du gouvernement. Alors après, sur les actions, effectivement, il y a le forum qui est en cours, qui devrait déboucher au moins sur une délibération de déclaration d'urgence climatique, puisque ça, c'était une des finalités du forum. Après, sur l'organisation des gouvernances, ça, nous, on n'a pas trop la main. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la province Nord qui, elle, a un plan climat. Donc, effectivement, c'est pour ça que je disais que prendre la notion de changement climatique dans toutes les politiques publiques pour les rendre plus soutenables, ça pourrait être une approche commune qui permettrait d'avancer dans le même sens. Mais je ne pense pas qu'il y aurait, pour moi, il n'y a pas d'instant zéro. On ne va pas d'un coup d'un seul mettre une gouvernance qui va s'appliquer et pas continuer à regarder ce que font déjà les communes qui sont confrontées
à des logiques de gestion intégrée, en fait. Aujourd'hui, les communes, dans leur aménagement du territoire, c'est bon, notamment celle du littoral, hein, quand ils ont des populations qui doivent être déplacées, comment ça s'organise. Alors, tout à l'heure, il y a le programme Green Oversea qui a été évoqué. Donc, moi, j'avais fait une proposition, hein, pour essayer de mettre en place un guide méthodologique pour comment réussir une relocalisation suite au changement climatique, puisque en fait, ce qu'on essaie d'expliquer à plusieurs au niveau de la Nouvelle-Calédonie, c'est que dans une approche où la finalité, ça serait éventuellement d'être contraint de déplacer des populations à terme, hein, sur la troisième génération, on se retrouve avec des obligations pour les populations en vigueur, avec des préalables qui sont systématiques à toutes les populations, qui sont notamment les mesures de sauvegarde. Donc, tout ce qui est mesures de sauvegarde, bah, c'est effectivement en cas d'alerte, en cas d'événement, comment on alerte, comment on déplace les populations pour les protéger, les mettre en sécurité. Sachant que ça concerne principalement toutes les populations, mais en particulier les populations âgées. Après, on est sur des mesures sur les adultes. Donc, on est plutôt sur des mesures, moi, ce que j'appelle plutôt des mesures d'accommodation. Donc, qui sont les mesures qui permettraient de gagner du temps. Donc, solutions fondées sur la nature, prescriptions constructives, que ce soit urbaine ou bâtiment, et solutions des ouvrages d'art de protection. Puisque selon le territoire, il y a des solutions qui sont plus adaptées que d'autres, hein, même d'autres, certaines qui sont pas du tout adaptées. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être dans cette logique-là pour la population, la tranche d'âge qui serait plutôt jeunes adultes et adultes, avant de leur dire qu'ils devront être déplacés. Puis sur les générations futures, on est sur des enjeux qui sont beaucoup plus des enjeux d'aménagement du territoire et sociologiques pour expliquer aux populations, organiser l'acceptation des populations déplacées, l'acceptation des populations accueillantes, puisqu'on a du benchmark, notamment au Fidji, qui fait qu'il y a une très grande importance et une vigilance à avoir sur les populations qui accueillent quand le territoire où on déplace des gens sont déjà occupés. Et puis, effectivement, la question de savoir quel territoire approprié pour déplacer les populations, comment on l'aménage, quand on l'aménage et sur quelle temporalité. Donc là, c'est vraiment des schémas qu'on essaie de mettre en place sur 3 générations et essayer de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, comme je vous le disais tout à l'heure, quand ils interviennent, se posent la question pour qui ils interviennent, pourquoi et dans quelle temporalité, notamment sur les solutions qui aujourd'hui apparaissent comme celles qui sont les plus propices, qui sont les solutions d'accommodation, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour gagner du temps. Et puisque c'est quand même ce qui est un peu, je vais pas dire, c'est un peu l'urgence, on va dire. Sachant que, alors, par rapport à l'Hexagone, c'est vrai que tout ce qui est mesures de sauvegarde est quand même bien organisé. Nous, on n'est pas tout à fait dans ce cas-là. On a des plans communaux de sauvegarde qui sont pas actifs sur l'ensemble des communes. On a le DR, Céline pourra plus en parler puisque ce sont des outils de mise en sauvegarde, donc c'est pas mon cœur de métier, mais en tout cas, on est bien sûr d'essayer de fournir une logique globale, et c'est un peu à la fois une logique globale sur les différentes temporalités, et à la fois voir comment on peut disposer et se positionner à la fois en tant qu'outre-mer, dans le Pacifique, outre-mer par rapport aux autres outre-mer et outre-mer par rapport à l'Hexagone, quoi. Notamment par rapport à l'Europe, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet pour nous. Parce qu'on voit que les PICT de la région disposent de moyens assez conséquents du fait d'être PICT, et nous, on y a plus difficilement accès. Et ça peut reposer la question de l'ingénierie financière, puisqu'on voit bien que pour les petites communes, l'ingénierie financière, c'est un vrai sujet. Et donc, l'ingénierie aussi d'État, la représentation des agences nationales. Vous avez évoqué l'ADEME, effectivement, on a l'ADEME en Nouvelle-Calédonie. On a un contrat avec le BRGM, une direction particulière, on a la présence du BRGM. Par contre, on n'a pas le CEREMA. L'ANCT est censée être présente, mais elle n'a pas été déclinée. En tout cas, la Nouvelle-Calédonie pourrait demander des financements de certaines études au titre de l'ANCT, mais on n'a pas l'interlocuteur de l'ANCT en Nouvelle-Calédonie n'est pas clairement identifié. Mais en théorie, la loi dit qu'il y a un représentant de l'ANCT sur l'ensemble des territoires français. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on explore là au sein de la communauté, plutôt axé sur la finance climatique avec le programme Green Overseas. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Je vois que le temps tourne, donc on va peut-être prendre juste une dernière intervention de Dominique Ten qui lève la main. Est-ce que vous voulez apporter un éclairage sur votre province? On vous entend pas, par contre. Toujours pas. Peut-être vous pouvez mettre votre contribution dans le chat.
Vous m'entendez là ou pas? Oui, Ah, c'est c'est bon, bon. ça y est, parfait. Allez-y. C'est mieux? Oui, parfait, on vous entend. Ok. Oui, donc je disais tout à l'heure, je remercie Monsieur Mériadec là pour son intervention. Donc, moi, je parlerai pour la province des îles OET. C'est une des provinces au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, nous aussi, on a mis en place le plan stratégique de résilience territoriale, qui est aussi un plan qui est lié aussi aux stratégies d'adaptation. Il faut savoir que la province des îles est composée de 3 îles, Lifou, Marais et Ouvéa. Et Ouvéa est une des communes aujourd'hui qui est concernée par tout ce qui est l'érosion du littoral. Nous sommes situés sur des terres coutumières et effectivement, il faut aussi prévoir, comme disait M. Méredec, là, tout ce qui est déplacement des populations et tout, et autres. Il faut commencer à y penser. Donc, il y avait également le vœu qui a été inscrit au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en décembre 2019. Il reconnaissait le vœu de l'urgence climatique. Et nous, en province des îles, également en mai 2022, lors du Forum Innov Bioloyalty, on a également essayé de décliner cette urgence climatique et puis voir comment on peut financer tout aujourd'hui ces sources de financement. Donc, et je voulais également prévenir que dans la continuité de ce plan de résilience territoriale, la province des îles a mis en place une stratégie de recherche-action pour trouver justement des solutions fondées sur la nature, qui impliquent notamment les savoir-faire locaux et les ressources ouvertes, afin de mieux comprendre surtout les évolutions de traits de côte et d'apporter des remèdes effectifs à l'érosion, et en particulier surtout aux dangers suivants, que sont l'aggravation du recul du trait de côte, notamment lors des coups d'ouest, la raréfaction des herbiers marins, tout ce qui est risque pour les habitations à proximité des rivages, les risques d'infiltration des eaux saumates dans la mangrove et les cultures, parce qu'il faut savoir que sur Auvert, la difficulté d'avoir de l'eau potable. Donc il y a des initiatives qui ont été menées, notamment avec direction scientifique, notamment avec le CNRS, avec M. Frédéric Buchette, et d'autres partenariats. On a également travaillé en partenariat avec l'IRD, notamment comme vous parlez tout à l'heure du projet Eclipsa, et toutes ces entités comme Oblique aussi, pour pouvoir justement capitaliser des données pour justement se projeter pour pouvoir contribuer à réduire ces phénomènes-là. Donc aujourd'hui, notre grande difficulté, et puis M. Mérédek il a très bien souligné, c'est qu'aujourd'hui nous sommes une province, donc la compétence environnementale est notre ressort, et aussi, on a aussi les communes également. Et aujourd'hui, avec la situation que traverse la Nouvelle-Calédonie, notamment au niveau de la diminution des dotations financières. L'objectif, c'est d'aller chercher d'autres sources de financement qui vont nous permettre aujourd'hui de mettre en place ce type de prototypage. Et qui, je rappelle que quand même le Pacifique est constitué de petites îles et que si ces solutions-là marchent aujourd'hui sur Ouvert, je pense qu'à terme, on peut le dupliquer sur des petites îles et c'est aujourd'hui le challenge que s'est fixé à la province des îles. Voilà. Merci beaucoup. Ça nous aide aussi bien à comprendre la difficulté de l'interaction, de la coordination entre les différentes échelles de développement et de mise en œuvre, surtout des politiques sectorielles, hein, là en l'occurrence aussi beaucoup de planification territoriale.